Bonjour à tous, oui, donc ça fonctionne. Bonjour à tous. Je profite de l'occasion d'avoir la parole pour remercier le CIB de nous donner l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Donc peut-être quelques réactions par rapport aux présentations qui ont été faites. D'abord, un grand merci pour la qualité de vos deux interventions, qui étaient très claires. Alors, l'étude qui a été présentée par l'IGN, enfin les différents travaux par l'IGN présentés par l'IGN, et notamment les travaux prospectifs, enfin, vraiment arrivent à point nommé, hein, on l'a vu, puisqu'il va y avoir un certain nombre de valorisations dans les différents travaux de politique publique en cours de construction. On a vu la SNBC, la PPE et les travaux sur la future loi de programmation énergie-climat. Et puis également, on a vu en fait avec l'accélération du changement climatique et des impacts sur la forêt, hein, qui ont été très bien montrés notamment par Antoine, il y a de plus en plus d'incertitudes sur le niveau de pluie. Et donc ces travaux et sur le niveau de la disponibilité de la ressource forestière. Et donc ces travaux vont venir éclairer, en tout cas donner de nouveaux éléments à mettre au débat pour les différents travaux de concertation. Antoine Collin disait tout à l'heure très prudemment ou modestement, nous on fera des simulations. On fait des simulations, on les met au débat. J'ai bien noté. On comprend le nombre de facteurs aussi qui sont en jeu. C'est tellement multifactoriel que ça va être l'exercice est particulièrement délicat, bien sûr. Oui, tout à fait. Je trouve également intéressant l'outil de monitoring à l'échelle locale, parce que même si ce sont des travaux de recherche, en fait, on l'a bien vu avec les interventions ce matin. Il y a un enjeu de planification donc au niveau national, hein, sur la ressource biomasse pour connaître la ressource disponible et les usages, mais il y a aussi un enjeu de disponibilité et de connaissance de la ressource au niveau local. Et donc en fait, ce type d'outil va venir alimenter d'une part les cellules biomasse, les collectivités et les industriels, certainement dans leur choix, leur décision d'implantation. Voilà. Et je trouve que c'était vraiment intéressant. Voilà, donc pour rebondir peut-être sur la présentation de Christine, et peut-être qui a fait écho en effet à la présentation du collègue de l'AIE, Luc Belkman. Donc on l'a vu, hein, les forêts, la filière bois sont vraiment stratégiques pour l'atteinte de la neutralité carbone. Donc ça, on va jouer sur différents leviers, le levier de la séquestration naturelle de carbone dans les écosystèmes, le levier de stockage de carbone dans les produits bois, et puis le levier de substitution de matériaux ou d'énergie plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et je dirais que pour l'ADEME, en fait, s'il y a un message à retenir, c'est vraiment que ces mécanismes sont interconnectés et qu'il faut les évaluer conjointement, et qu'en fait, il faut trouver le juste équilibre, parce qu'en fait, on comprend bien que si on agit sur un levier dit de substitution, par exemple, du coup, on va avoir un impact en favorisant, par exemple, le développement du bois construction ou du bois d'œuvre. On va avoir un impact sur le puits global. Donc tout ça, ce sont des leviers qui sont interconnectés, et donc on revient à la question du juste équilibre et de la planification. Si je devais donner une recommandation rapidement, c'est donc que vraiment l'ADEME va positionner le bois énergie en complémentarité des autres usages. Donc c'est vraiment dans la continuité des présentations qui ont été faites ce matin, hein. Voilà. Développer les filières bois d'œuvre à longue durée de vie, donc tout ce qui va être bois construction, ameublement et les autres filières. C'est absolument nécessaire pour contribuer à l'atténuation du changement climatique. Et cette stratégie, elle vise vraiment à optimiser le stockage de carbone dans les produits bois, et elle va avoir pour effet de mettre à disposition des coproduits, mais également des coproduits et des sous-produits, on l'a vu, pour le développement du bois énergie. Donc globalement, on va améliorer le bilan GES de toute la filière. Voilà pour des premiers éléments. Merci Émilie Macheveau. Alors vous êtes parfaitement dans le cadre de notre table ronde, hein, qui consiste justement à faire part et à partager un certain nombre de recommandations, mais je me permettrai peut-être d'y revenir, et on précisera peut-être certaines choses, notamment les conditions de réussite. Océane Le Pierres, je vous propose le même exercice dans un premier temps, sans aller peut-être trop vite sur les recommandations, mais peut-être un petit mot en réaction à ce que vous avez entendu ou en rebondissant sur les présentations. Oui, alors juste une petite réaction donc, aux présentations de Christine et Antoine, et puis aussi aux propos de conclusion qu'on a eu à la fin de la première session. On a beaucoup parlé donc, de l'horizon de temps qui est très long dans le milieu forestier. Par contre, à l'échelle de l'atténuation du changement climatique, le pas de temps est beaucoup plus court, puisqu'on vise donc la neutralité carbone à horizon 2050, qui correspond à un temps très court. 30 ans, c'est court pour la forêt. Et ça laisse donc peu de marge de manœuvre, peu de marge d'erreur sur le choix qu'on fait entre l'articulation des différents usages du bois.
sachant que tous les usages sont importants, que ce soit au niveau du bois construction pour le stockage du carbone vraiment sur le long terme, tout comme le bois énergie pour décarboner notre énergie. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Malafosse, je me tourne vers vous. Vous êtes toujours avec nous, vous nous entendez ? Oui, très bien. Voilà, pour vous proposer une première réaction également, si vous le souhaitez. Et puis, peut-être en écho à ce qui vient déjà d'être dit, je voudrais rappeler que, donc d'abord, vous êtes chargé de mission stratégie territoriale dans votre bureau d'études. Et au-delà du bois énergie forestier, vous avez travaillé sur la biodiversité des ressources. Je vous laisse nous en dire peut-être quelques mots à cette occasion, notamment sur les ressources qui pourraient se développer à l'avenir. Oui, merci. Déjà, pour revenir rapidement sur les présentations, moi, je salue vraiment les travaux de recherche et le développement des connaissances sur le sujet. On se rend compte qu'effectivement, on a un vrai besoin d'expertise sur la filière bois et la manière dont elle s'inscrit en termes d'atténuation du changement climatique et bien sûr sur le sujet de l'adaptation. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à poursuivre ces travaux-là et les utiliser. Effectivement, nous, à Solagro, on essaye vraiment d'intégrer la forêt et la filière bois dans une approche systémique, que ce soit au niveau des usages, en essayant effectivement d'avoir une logique de sobriété et d'efficacité, et puis au niveau des ressources également, où on fait le lien avec les ressources issues de l'agriculture, qui effectivement sont amenés à contribuer, comme ça a été dit, au niveau des haies par exemple, mais ça peut aller au-delà, qui sont amenés à contribuer effectivement à l'approvisionnement de la biomasse. Et puis moi, j'ai un autre élément que je voulais amener à ce stade, c'est effectivement ce matin, il y a eu beaucoup d'interventions destinées à préciser un petit peu le sujet du bois énergie, qui fait l'objet souvent de beaucoup d'a priori en fait par méconnaissance un petit peu de la filière. Et effectivement, on a l'habitude d'avoir affaire à des produits énergétiques issus de ressources fossiles où on a une mine, un gisement qu'on va exploiter et puis on va avoir des usages relativement simples et assez peu d'usages différents en fait de ces produits-là. Avec la biomasse, c'est tout à fait différent. On a effectivement une diversité de ressources très très large avec des filières qui sont très interconnectées, comme l'a dit Madame Deleuze. Effectivement, il y a tous les connexes qui peuvent être valorisés à différents stades de la filière, jusqu'aux déchets de bois ultimes qui peuvent encore faire l'objet d'une valorisation en bois énergie. Et puis, il s'agit effectivement d'une ressource renouvelable. Et en fait, on se retrouve beaucoup à lutter contre des a priori qui sont plutôt une vision un petit peu minière de l'énergie. On se dit qu'on a une ressource qui est la forêt et que si on puise dedans, on va l'épuiser. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de nuances à apporter dans cette discussion. Il y a plus de subtilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, si je puis dire. Tout à fait. Il faut accepter cette complexité et on commence tout juste en termes de bilan carbone à l'explorer et à la documenter. Il y a encore beaucoup de travaux à faire. Mais voilà, c'est vraiment cette spécificité de la biomasse qui est beaucoup moins linéaire que les autres ressources énergétiques et qui amène de la nuance dans le débat. Merci, Monsieur Malafosse, pour cette première intervention. En vous regardant, pardonnez-moi, c'est juste une petite réflexion de forme. Quand je repense au balbutiement de la visioconférence au début du Covid, on a la chance d'avoir aujourd'hui un son extraordinaire. Merci, votre message était très clair. Madame Deleuze, je reviens vers vous. Vous nous avez donné à voir à travers l'une de vos diapos la problématique des essences et de la nécessaire évolution des essences. À l'ONF, ça fait pas mal d'années déjà que vous travaillez là-dessus. Vous avez mis en place, sauf erreur, un certain nombre de pépinières expérimentales pour voir viser l'évolution, notamment d'essences provenant du sud dans des périmètres, dans des latitudes un peu plus septentrionales. Est-ce qu'on a déjà un peu de recul là-dessus? Est-ce qu'on voit pour les plus experts dans la salle, est-ce qu'il y a déjà des tendances qui se dessinent ou est-ce qu'on voit déjà des scénarios qui vont être utiles? Je ne sais pas si vous êtes compétente en la matière, mais peut-être avez-vous quelques indications. Ce n'était pas pour vous poser une question ennuyeuse. Non, c'est pas ennuyeux. Oui, il y a tout un travail qui est fait en recherche, d'ailleurs qui est en partage avec la forêt privée, puisque ça se fait autour du RMT à force. Donc il y a tous ces travaux qui sont réalisés, qui sont faits d'expérimentation, d'implantation de listes d'essences potentiellement intéressantes à différents endroits. Mais bon, le système, le milieu forestier étant tellement hétérogène, en fait, il y a un problème de multiplication des sites pour pouvoir avoir des résultats. Et en
en complément, est introduit à l'Office national des forêts, ce qu'on appelle les îlots d'avenir, pour compléter ces dispositifs expérimentaux et tester dans d'autres sites toute une série d'essences. Mais pour le coup, il y a peut-être 3-4 ans de recul, donc on ne peut pas vraiment donner de retour vraiment sur les positions de ces essences. En revanche, ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que il y a une difficulté quand même dans la partie plantation et dans la partie réussite de ces plantations, avec l'augmentation des sécheresses. On voit qu'il faut vraiment prendre beaucoup de précautions quand on fait ces introductions d'essence pour vraiment éviter de la casse. Donc voilà, il y a vraiment des travaux en parallèle qui sont faits là-dessus. Et sinon, là, peut-être le site pour lequel on a plus de recul, c'est un magnifique projet qui s'appelle Giono, et là, qui était un projet de migration assistée, où l'idée, c'était plutôt de faire migrer des provenances qui étaient en marge très sèche et très chaude sud du chêne, du hêtre et du sapin, et de les faire migrer beaucoup plus au nord. Et effectivement, ça a été fait, donc il y a un peu plus de recul. Bon, pour l'instant, ça fonctionne bien, mais par contre, savoir si ce pari d'augmenter la résilience du peuplement qui se renouvellera, il va falloir quand même attendre plus de 100 ans maintenant, enfin au moins 80-90 ans pour voir ça. Donc voilà, on revient sur le temps long forestier. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, on n'y coupe pas, c'est un jeu de mots. Monsieur Collin, juste un petit mot en complément de ce que vous nous présentiez tout à l'heure. Là, vous m'avez interpellé sur la question des haies, effectivement, pour laquelle vous avez mené un travail approfondi avec de bonnes surprises dans un sens en termes de stockage. Mais finalement, voilà, la question se pose de savoir quelle tendance il faut donner à ce constat, sachant que la destruction des haies continue avec notamment l'agrandissement des exploitations. Malheureusement, on le sait que ça ne va pas dans le bon sens. Est-ce qu'on peut compter sur des programmes de compensation et à quelles conditions, à quelles conditions ça peut fonctionner? Oui, je peux répondre en partie, puis peut-être que Florin Malafosse en fait a peut-être plus d'éléments. Il pourra compléter probablement. Il opine du chef en tout cas. Voilà, c'est ça. Il travaille un peu plus que moi sur ces questions-là. Donc effectivement, ça a été une bonne surprise. Enfin, pour notre part, parce qu'en fait, c'est des quantités de bois qui sont alors peut-être connues des gens qui vivent dans les milieux au quotidien. Localement, ils savent ce que ça représente. Peut-être. Mais en fait, j'ai fait quelques comparaisons tout à l'heure. C'est autant de bois que toutes les forêts de la région Lorraine. Ouais. Voilà, dans les 30 principaux départements bocagers. Moi, je n'avais pas ça en tête a priori. C'est pas neutre. Alors après, on n'a pas de dynamique temporelle là. C'est vraiment une photographie à un instant T. La question fondamentale, c'est comment ça évolue au cours du temps. On a effectivement des arrachages qui se poursuivent. Ça, c'est clair, c'est documenté. On a une gestion qui est un peu variable, avec des pratiques qui peuvent être plus ou moins dommageables pour la haie, mais aussi des labels, et c'est peut-être là où il y aura un complément qui se développe. Donc c'est à voir. On a aussi des arbres qui grossissent, certainement. Il y a des haies qui sont certainement abandonnées. Donc en fait, c'est aussi une combinaison de différentes choses. En tout cas, ça appelle, ces premiers travaux de qualification, de poser un diagnostic factuel à un instant T, ça appelle énormément de choses derrière pour comment on passe à de l'opérationnel. À comprendre le potentiel aussi qu'il peut y avoir derrière. Exactement. Ouais, tout à fait. Monsieur Malafosse, un petit mot là-dessus. Donc il semblerait que vous ayez peut-être des informations complémentaires sur les haies, sur l'agroforesterie en général, dont on dit qu'elle peut être aussi source de bois énergie, si les choses se mettent bien en place. Je vous laisse nous dire quelques mots là-dessus. Oui, alors pour revenir sur le diagnostic, c'est vrai que c'est vraiment pas évident d'avoir un diagnostic et qu'on arrive à mettre en perspective pour mesurer des évolutions. Quand on parle de haies, on parle parfois d'une haie buissonnante ou parfois même simplement d'un talus qui est un peu un résidu de haie, ou alors de haies arborées qui est avec des haies très anciennes qui ont déjà capitalisé avec des arbres déjà importants. Et c'est difficile du coup de pouvoir quantifier précisément ça. Donc on est tout à fait à l'écoute des travaux de l'IGN sur le sujet parce que c'est tout à fait intéressant de pouvoir aller plus loin. Nous, on porte depuis plusieurs années déjà un scénario de transition agricole sur lequel l'arbre joue un rôle très important en agriculture. Et l'ADEME a pu aussi le modéliser dans ses différentes visions prospectives. Nous, la vision qu'on porte, elle vise à un doublement du linéaire de haies à 2050, ce qui fait qu'on revient un petit peu en fait au linéaire de haies qu'on pouvait avoir dans les années 60. Et en fait, cette haie, elle vient jouer énormément de rôle pour l'agriculture, au-delà de la production de biomasse, qui peuvent être notamment un rôle en termes d'adaptation au changement climatique, sur la gestion de l'eau, sur la création d'ombrage pour les troupeaux, sur la biodiversité bien sûr, avec des corridors écologiques.
et en parallèle, la production de biomasse qui peut être liée à l'énergie. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les haies qui sont valorisées, qui sont entretenues pour du bois énergie, justement, elles font l'objet de mesures de gestion qui sont vraiment au service de la haie. On a un vrai co-bénéfice avec le bois énergie qui intervient comme une manière de favoriser la mise en gestion de linéaires de haies. Et du coup, c'est tout à fait intéressant de s'appuyer sur l'utilisation de bois énergie pour stimuler le retour à l'augmentation du linéaire de haies. Même si on a pu observer des contre-exemples avec des arrachages qui ont in fine produit du bois énergie. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à jouer sur cette production de biomasse. Merci, merci. Oui, je vous en prie, Peut-être juste un mot sur l'agroforesterie, c'est un petit peu différent. On voit aujourd'hui que l'agroforesterie, qui de la même manière est vraiment un processus d'évolution de l'agricole qui est tout à fait pertinent pour répondre aux enjeux carbone, biodiversité ou même agricole. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir des projets d'agroforesterie qui visent la production de bois d'œuvre et qui, à court terme, donc, ne seront pas forcément amenés à remplir un rôle important en termes de production énergétique. Par contre, dans la deuxième moitié du 21e siècle, on peut imaginer que et les haies et l'agroforesterie, avec le temps que poussent les arbres, viennent contribuer auront un mixer. rôle tout à fait intéressant. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions. On ne va pas passer toute la séquence sur la haie, mais ça me semblait intéressant de faire un petit focus là-dessus pour ce sujet qui n'est pas forcément toujours bien connu. Océane Le Pérez, je reviens vers vous pour vous en demander un petit peu plus en parallèle de ce que nous a proposé Émilie Machefaut, savoir quel était le positionnement de votre institut en matière de recommandations, en matière de stratégie. Quelles sont les grandes lignes de vos recommandations à ce stade? Par rapport à la SNBC, la stratégie nationale bas carbone? Oui, tout à fait, absolument. Oui, pardonnez-moi. Donc, il faut savoir que la SNBC pour la forêt, ça consiste en une augmentation de la récolte de bois. Comme je l'évoquais à l'instant, il y a cette notion de horizon temporel qui est différente entre l'horizon qu'on regarde en forêt et pour le climat. Ce qui fait que d'ici 2050, cette augmentation de la récolte, elle va donc dégrader le puits forestier. Et c'est par l'augmentation de la part de la récolte dédiée aux usages à longue durée de vie qu'on arrive à compenser en fait la dégradation du puits forestier. Donc ça, dans la SNBC, enfin, grosso modo, nous on appelle ça la réorientation de l'usage du bois. Ça consiste en fait à réorienter une partie des ressources qui aujourd'hui sont plutôt dédiées à des usages courts comme la production de pâte à papier et d'énergie à partir de bois. Mais donc c'est une réorientation en pourcentage. Donc en termes de volume absolu d'ici 2050, donc les volumes disponibles pour le bois énergie seront pas tellement amoindris au final, puisqu'il y aura aussi cette augmentation de la récolte qui donc vient compenser cette réorientation. Et puis il y a aussi une augmentation des déchets ultimes de bois qui seront valorisés en énergie, etc. Donc voilà, l'idée c'est pas de dépouiller la filière du bois énergie, mais tout de même d'augmenter la production de produits à longue durée de vie. Donc ces produits sont donc les sciages, les panneaux qu'on peut produire à partir de bois industrie, bois énergie, de coproduits du sciage, etc. Et voilà, je continue sur les recommandations ou... Oui, je vous en prie, oui, au moins pour en partager quelques-unes déjà. Ouais. Ok, donc pour nous, au niveau des ressources, c'est des produits qui nous semblent les plus prometteurs à court terme pour cette réorientation de l'usage du bois. Ce sont donc les panneaux en bois qu'on peut utiliser dans l'ameublement, l'aménagement intérieur, la construction aussi, et qui peuvent donc être produits à partir de ressources peu qualitatives qu'on utilise aussi pour l'énergie. Donc on a estimé que ces produits-là étaient les plus prometteurs à court terme parce qu'il y a donc cette correspondance entre les ressources qui sont utilisées dans les deux filières, enfin du moins pour une partie de ces ressources. Et puis à plus long terme, on a aussi vu qu'il y avait un potentiel de réorientation vers la filière transformation du bois d'œuvre pour des ressources qui aujourd'hui ont peu de débouchés. Et je pense principalement aux feuillus qu'on ne transforme pas encore très bien, qu'on n'utilise pas énormément dans les produits de construction, etc. Et dont on pourrait voir les débouchés se développer avec ce qu'on appelle les produits d'ingénierie, comme par exemple du bois lamellé collé, etc., qui peuvent être utilisés en structure des bâtiments et donc stocker du carbone sur du très long terme.
Juste un petit mot là-dessus par rapport à la manière de classifier, à la nomenclature de tous ces produits issus de ces filières, par exemple du panneau, etc. Il y a toujours des contraintes techniques encore pour arriver jusqu'au bois énergie. Est-ce que les choses évoluent? Est-ce qu'elles doivent continuer d'évoluer? Comment est-ce que vous voyez les choses? En termes de ressources utilisées par la filière des panneaux, donc, Oui, oui. Alors, ressources utilisées par les filières de panneaux, je pensais plutôt à l'usage ultime des produits issus de l'ameublement, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'énergie? Si oui, à quelles conditions? C'était un peu ça l'idée. Alors sur les conditions, je ne pourrais pas en parler très longtemps. En revanche, bon, effectivement, le bois est recyclable. Il peut donc être recyclé dans de nouveaux panneaux, mais il peut aussi servir à la production d'énergie. Même si, pour l'instant, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on utilise de plus en plus de bois recyclé dans les panneaux, justement, et aussi dans l'énergie, mais voilà, c'est pas tellement la tendance pour l'instant. Merci beaucoup, Madame Le Pires. Monsieur Fleury, un petit mot là-dessus. Vous intervenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. C'est ça, juste parce que là, je trouve qu'on parle un peu beaucoup de panneaux. Oui. Voilà, bien sûr, il n'y a pas que ça. Le bois d'œuvre, non, mais le bois d'œuvre est le moteur de la filière, et je le dis et je le répète. Le panneau et le bois énergie sont deux usages complémentaires au bois d'œuvre. Mettre le panneau et le bois d'œuvre sur le même pied d'égalité, j'ai un peu de mal à l'entendre, en fait, parce que c'est d'une part pas du tout les mêmes durées de vie, d'autre part, dans les panneaux, il y a quand même énormément de produits issus des filières fossiles qui viennent en adjonction pour fabriquer ces panneaux-là. Donc voilà, soyons quand même un peu mesurés dans nos réflexions et dans la façon d'appréhender les filières et la façon de raisonner sur le long terme. Après, pour répondre sur la valorisation énergétique, oui, les déchets de bois, on sait les brûler. Oui, il faut les brûler dans des installations adaptées, des grosses installations. Il n'y a pas vraiment de difficultés. Il y avait des difficultés d'ordre réglementaire, en tout cas des contraintes administratives qui avaient été mises en place, qui sont toujours d'actualité, mais je dirais que les opérateurs se sont organisés, ont répondu aux demandes, et puis aujourd'hui, on est face à un développement assez important du nombre d'installations qui vont naître sur le territoire pour valoriser ces déchets de bois. Je voulais juste... alors déjà, moi, je voudrais revenir sur le fait qu'on a énormément de chance quand même en France. C'est un peu mon leitmotiv aujourd'hui. Je pense qu'on n'en prend pas forcément tous les jours conscience, mais d'avoir des instituts comme l'IGN ou comme l'IFN qui font des travaux extrêmement documentés, extrêmement récurrents, avec une qualité scientifique qui est indéniable, on a un niveau de connaissance de la forêt en France qui est incroyable. Avoir l'Office également qui est un gestionnaire hors pair de la forêt et du patrimoine national, j'insiste, on a vraiment de la chance, et pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue d'avoir ces ressources qui soient mises à disposition du territoire. Juste par rapport sur la connaissance fine, c'est à la fois une grande chance et à la fois peut-être un petit danger, en tout cas dans la façon de réfléchir les choses. C'est-à-dire que j'insiste lourdement aussi là-dessus, ça fait chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est un peu, nécessaire parfois. Voilà, les ressources d'un territoire, notamment un mini-territoire, ne pourront pas couvrir les usages de ce territoire-là. Il ne faut pas raisonner que dans un vase clos de communautés de communes. Pas trop localement. Voilà, pas trop localement. Sinon, nos objectifs nationaux, on ne les atteindra pas. Ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête. La carte, d'ailleurs, était très éloquente. La carte, on voit bien les massifs forestiers qui poussent et puis sur lesquels il y a moins de prélèvements, qui constituent les puits de carbone, etc. Et quelque part, il va falloir que dans les enjeux, dans les recommandations pour le développement de cette filière bois-énergie, ça aussi, j'ai déjà dit, mais il va falloir qu'on se pose la question des flux aussi géographiques de transporter cette biomasse. Alors, soit de la densifier, c'est ce qui est en train d'être fait sur certains projets de granulation, de la densifier à proximité immédiate des massifs forestiers, et ensuite donc de la véhiculer de façon plus simple vers les usages, soit de repenser des modèles qui existaient déjà, malheureusement qui étaient un peu mis à mal ces dernières années, mais par le ferroviaire ou par les péniches, de faire transiter des bois des régions forestières vers les régions qui seront plus consommatrices. Parce que j'ai du mal à croire complètement qu'on délocalisera les industries vers les forêts. Donc, mais en tout cas, voilà, je pense que ça, c'est une recommandation et en tout cas une réflexion qu'on doit tous avoir à l'esprit de façon assez forte parce qu'elle est devant nous. Et c'est pareil... Il y a 300 machines forestières qui sont vendues en France chaque année. On n'est pas en train de doubler le nombre de machines. Donc, de toutes les manières, il y a un des freins qui va être devant nous, ça va être la récolte en bois. Et face au développement, il ne faudra pas avoir peur, à un certain moment, peut-être de faire venir des bateaux pour que la filière d'approvisionnement se mette en œuvre et se structure.
ce ne sera pas forcément un gros mot et ce ne sera pas forcément une hérésie. Tout réside encore une fois de plus dans la communication qu'on en fera les uns et les autres et comment est-ce qu'on va bien faire passer les bons messages. Eh bien, merci pour ceci, en particulier le message de pragmatisme que vous nous proposez à ce stade. Madame Machefaux, j'allais de toute façon vous passer la parole, mais je vous laisse bien sûr dans la foulée ajouter quelque chose, bien sûr. Peut-être réagir juste sur des éléments qui ont été donnés par le collègue de Solagro, mais aussi sur la question de la diversification des plans d'approvisionnement. Parce qu'en fait, c'est un point qui est vraiment essentiel et qu'on pousse notamment à l'ADEME et qu'on observe notamment pour les projets industriels où on voit qu'on a de plus en plus de projets avec des plans d'approvisionnement qui sont avec des ressources diversifiées. Donc, à la fois de la plaquette forestière, on peut avoir en effet des connexes, mais on peut aussi retrouver des déchets de bois qui peuvent trouver également une valorisation en panneaux, comme ça a été précisé tout de suite par I4C. Ce que je voulais peut-être revenir, c'est que même sur cette ressource-là, il peut y avoir, on peut observer dans certaines régions des tensions, et donc on revient à la question des différents usages et des différentes voies de valorisation possibles. Et donc on sent bien qu'il y a un besoin d'avoir une vision vraiment systémique d'une part de la ressource, mais aussi des usages, parce que là aujourd'hui on parle bois construction, on parle valorisation en bois énergie, mais il y a également des valorisations à venir sur les biocarburants, sur la production de gaz, ça a été dit par Olivier David de la DGEC ce matin. Et donc en fait on sent bien qu'il y a un enjeu autour de la connaissance de la ressource, la connaissance des différents usages, et tout l'enjeu, je reviens sur la question de la planification. Voilà. Donc là, vous parlez, pour être concret, des nouveaux entrants comme les carburants de deuxième génération, biocarburants de deuxième génération, le SAF pour l'aviation et choses comme ça. Voilà, tout à fait. Parce que, qui ont des ambitions aussi. Tout à fait, qui ont des ambitions et dont on connaît le cadre qui est donné dans France 2030, qui a été rappelé ce matin pour la filière bois. Il y a également un cadre de développement pour le secteur de l'aviation durable, parce que c'est un des leviers pour décarboner aussi. Au-delà évidemment de réduire ses usages, il faut revenir sur des messages de sobriété. initiaux de sobriété, évidemment. Mais un des leviers, ça va être aussi de développer ce type Donc, le message, c'était pas les biocarburants. Le message, c'est vraiment qu'on voit qu'il y a une multiplicité d'usages, qu'il y a une multiplicité une diversification des ressources qui est nécessaire et qui a un besoin de connaître et d'avoir une vision vraiment systémique de l'ensemble de ces usages et de cette ressource. Voilà. Vous aviez une autre question? Oui, volontiers. Juste avant de nous tourner vers nos invités auditeurs ou spectateurs et vers Clarisse qui a pris certainement connaissance de messages ou de questions de la part de nos participants à distance, je voulais revenir en complément des recommandations que vous avez faites tout à l'heure sur les... Moi, c'est un peu une obsession chez moi, les conditions de réussite, les facteurs clés de succès, les leviers qui vont permettre d'atteindre aussi les objectifs. Et je pense forcément aussi avec l'organisme que vous représentez au levier du financement aussi, parce que c'est pas neutre non plus dans cette histoire. Oui, tout à fait. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin. Il y a différents cadres de financement. Donc, le levier France 2030. Donc, France 2030 a permis d'accompagner la forêt et la filière bois dans son ensemble via des dispositifs notamment donc, sur le renouvellement forestier, comme ça a été très bien réexpliqué par Sylvain Réalon. Il y a également eu des dispositifs pour accompagner l'exploitation forestière en complément de ce qui existait déjà dans les régions. Et puis, il y a eu tout un volet aussi pour développer la production, l'augmentation des capacités de sciage. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Mathieu, sur la modernisation des scieries, la capacité à passer des nouveaux bois, des gros bois, mais aussi d'aller sur de nouvelles ressources, comme la ressource feuillue. Et puis également des projets qui sont des dispositifs complémentaires sur la production de chaleur. Dans un autre programme, on a eu également tout un volet sur la décarbonation de l'industrie. Donc là où on a eu vraiment, suite à la crise ukrainienne, un programme qui s'appelait Industrie zéro fossile avec différents volets, dont un sur comment accompagner le passage de l'industrie vers des solutions de type bois-énergie. Donc ça, c'était un dispositif extrêmement intéressant. Donc on parle de 180 millions d'euros d'aide. Donc voilà, c'est quand même 40 projets très structurants. Et qui rencontrent un écho malgré les renversements de tendance dont parlait Mathieu Fleury tout à l'heure. Ouais, qui trouve aujourd'hui un écho. Et si j'avais à l'ADEME un message à passer, c'est que ces dispositifs France 2030 qui ont été mis en place par l'État pour la filière bois
bois sont extrêmement intéressants. Ils permettent d'accompagner des projets sur différents niveaux, ce qu'on appelle les niveaux de maturité technologique, c'est-à-dire de la R&D jusqu'à vraiment le déploiement de la solution. Et aujourd'hui, enfin, voilà, à l'ADEME, on pense qu'il faut pouvoir pérenniser ces dispositifs, voilà, parce qu'on sent qu'il y a encore des projets dans la construction bois, en les orientant notamment vers des projets de feuillus. Voilà. Donc il y a tout un travail à poursuivre avec la filière, et donc on espère qu'on pourra poursuivre cette dynamique. Merci beaucoup pour ces messages et ces précisions qui intéresseront, j'imagine, un certain nombre d'acteurs. Je me tourne vers vous et je vois que les mains commencent déjà à se lever. Alors, vous connaissez la règle du jeu. Effectivement, je vous invite à lever la main pour faire part de votre question. Je vous demanderai à chaque fois, puisque la session est enregistrée, de bien vouloir vous présenter pour qu'on puisse bien savoir qui vous êtes, qui vous représentez. Et puis, je me tournerai dans un instant vers Clarisse Fischer pour prendre des questions de participants à distance. Alors, madame, on va vous passer le micro. On va vous prêter d'ailleurs un micro de la tribune. Et je vais faire le service compris dans la salle. Voilà, je vous laisse vous présenter, nous dire qui vous êtes et nous faire part de votre question. Merci d'avance. Bonjour, donc Colline Huard du groupe Manergie, qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les collectivités ou autres. La question est, et je veux rebondir justement sur ce que vous venez de présenter, Madame Machefaux, sur le sujet de la ressource et des usages. Aujourd'hui, la question que je veux poser, c'est est-ce que faut-il, et si oui, comment, prioriser par exemple des usages de bois déchets pour le bois énergie lorsque c'est possible, c'est-à-dire plutôt sur des installations de grosse taille, parce qu'on sait que les investissements sont assez lourds. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne manque pas justement ce discours de priorisation et cette bonne connaissance de la ressource pour pouvoir privilégier le bois déchet plutôt que de la plaquette forestière lorsque c'est pertinent? Merci madame pour cette première question. Émilie Machefaux, la question vous était ciblée. Oui, là je dirais que la réponse n'est pas simple parce qu'en fait, suivant où on va se placer sur le territoire, la ressource en déchets de bois va être plus ou moins disponible. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une approche. Je reviens à la question de la planification, mais aussi à l'échelle locale, même s'il faut. À l'échelle locale, il faut se poser la question de la pérennité de la ressource. Donc, ce qui est très rassurant dans les dispositifs de type Fonds Chaleur ou France 2030, c'est qu'on s'appuie, on fait évaluer nos plans d'approvisionnement par des cellules biomasse qui vont donner un avis sur les plans d'approvisionnement. Et je dirais que suivant le type de région où vous vous situez, je ne vous conseillerais pas d'aller favoriser un type de ressource par rapport à un autre. Donc il faut vraiment, dans vos choix d'implémentation, bien vous poser de la question de la disponibilité. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des tensions sur les déchets de bois dans certaines régions, par exemple en Normandie. Donc sur ce type de région, voilà, ce serait pas. Donc il n'y a pas de réponse unique à votre question. Voilà. Alors c'est pas les cellules bois, mais c'est les cellules biomasse. Elles vont donner un avis sur les plans d'approvisionnement qui ont une certaine taille, c'est-à-dire voilà, parce qu'elles vont avoir une vision. Alors qu'elles s'appuient sur des outils comme Cartophobe, comme ça a été présenté par Antoine. Donc elles ont une vision de la disponibilité de la ressource, et puis elles ont aussi une vision sur les différents projets qui se mettent en place. Donc elles vont avoir une vision un peu sur la tension. Après, ce qu'on voit et ce qui a été dit par la DGEC ce matin, c'est qu'il y a encore des travaux qui sont nécessaires parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux dispositifs qui sortent et il faut continuer à les alimenter pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées. Voilà. Monsieur Malafosse, juste pour avis, vous aviez un regard particulier ou un avis sur cette question, ou c'est juste par acquis de conscience que je me tourne vers vous pour ne pas vous oublier, vous êtes loin. Merci, mais je reviendrai juste sur effectivement le côté planification qui est vraiment indispensable et puis les logiques par région où effectivement on est soumis à des enjeux qui sont très différents avec des ressources déchets qui peuvent être déjà très bien captées dans certains secteurs, parfois même pour des réusages avec de la réinjection sur des filières matériaux. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas et je ferai juste une petite transition sur effectivement l'importance de la planification et d'avoir une vision un petit peu globale, ce que parvient à faire la forêt publique, par exemple, sur certaines régions. Je pense à la région Bourgogne-Franche-Comté, où la forêt publique a vraiment beaucoup œuvré pour absorber, par exemple, des volumes de bois dépérissants, justement en décalant un certain nombre de coupes et du coup en priorisant des bois qui étaient dans des états sanitaires un petit peu menacés. Et on se rend compte qu'en fait, quand on a une logique comme ça d'ensemble, on arrive
arrive à absorber les chocs liés au changement climatique, mais on peut avoir ce même type de choc sur l'organisation socio-économique de la filière par rapport au conflit en Ukraine, par exemple, où on a vu des à-coups dans l'approvisionnement, ou au Covid. Voilà, on peut avoir toute une série de chocs qui vont toucher soit l'espace forestier, soit la filière. Et il faut un moment que cette planification soit en mesure d'absorber ces chocs. Et je reviens sur ce que disait Monsieur Ducible sur la question du transport, par exemple. Le transport, c'est un moyen de répartir ces volumes quand ils arrivent, d'éviter les tensions. Alors effectivement, on préfère ne pas trop transporter les matières, mais ça fait partie des leviers qu'il faut être en mesure d'activer justement pour pouvoir absorber ces tensions qu'on sent venir et se multiplier sur le siècle à venir. Et cette notion de résilience qui existe en forêt, mais aussi dans la filière. Donc c'est la planification qui permettra d'absorber ces actes. Bien compris, Monsieur Malafosse. Merci. On prend d'autres questions. Je vous laisse vous présenter également pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Oui, bonjour, Dominique Plumaille, cabinet CEDEN, donc collègue de Colline. J'avais une anecdote à présenter, une question à poser à Antoine, et puis une attention liée en fait à une réflexion à des travaux qu'on a fait récemment, notamment sur les déchets de bois. Tout d'abord, l'anecdote, c'est que quand j'ai commencé à travailler en 87, mon patron Serge Defaille, qui était l'ancien président du CIB, président fondateur du CIB, m'avait demandé à l'époque, à Biomasse Normandie, de travailler sur la ressource en bois et notamment de boucler la filière d'approvisionnement en bois bûche des maisons individuelles. 1 500 000 stères sur le territoire, 1 million de tonnes globalement. J'arrivais pas à trouver cette ressource en forêt, en fait. Et sur notre territoire, à l'époque, il y avait à peu près 120 000, 130 000 km de haies. Et je comprends maintenant aujourd'hui, Antoine, que cette ressource, sans doute provenait, enfin on l'avait imaginé, hein, mais provenait de la haie. Mais on n'avait aucune matière première, aucun suivi scientifique, aucun relevé qui nous permettait véritablement d'évaluer cette ressource. Alors, ma question, elle porte sur la forêt. On s'intéresse beaucoup à la forêt en massif, à la forêt linéaire, à la forêt agricole, hein, dont tu nous as parlé. Il y a une troisième forêt, qui est la forêt urbaine. Est-ce que l'IFN, est-ce que l'IGN travaille sur cette forêt urbaine? Un travail qu'on avait fait il y a une dizaine d'années pour le compte de l'Île-de-France montrait que la forêt urbaine, hors bois de Vincennes, hors bois de Boulogne, qui représente 700 000 arbres au total, il y a à peu près l'équivalent de 20 à 30 000 hectares, c'est-à-dire 10, peut-être 15% en plus de la forêt francilienne qui serait en réalité dispersée dans la zone urbaine. Et avant peut-être que tu me répondes, l'attention que je voulais apporter à la table ronde porte sur les déchets de bois. Aujourd'hui, en fait, évidemment, les panneaudiers, après avoir utilisé d'abord les bois ronds d'origine forestière dans les années, à partir du moment où on a mis en place cette filière en France, hein, dans les début des années 60 jusqu'en 80, on a utilisé du bois rond. En 80, on a commencé à utiliser les produits connexes de scierie. Et puis, à la charnière des années 2000, on s'est intéressé aux déchets de bois avec à peu près aujourd'hui la moitié de la ressource en bois qui rentre dans le panneau est en France des déchets. Hein. J'attire votre attention sur l'intérêt économique à chaque étape les panneaudiers ont tiré. Évidemment, à chaque fois, ils ont cherché effectivement à baisser leurs coûts. Donc on est passé du bois rond aux produits connexes de scierie, puis ensuite on est passé aux déchets de bois. Attention à un revirement de situation si le prix de l'énergie change. On a vécu en fait une décennie 2010-2020 où le prix moyen du gaz était à peu près 20 € pour la molécule, hein, le prix du baril entre 50 et 60 $. Qu'est-ce qui se passe si demain l'accès aux énergies fossiles devait augmenter substantiellement, sachant que je voudrais rebondir sur les propos de Mathieu, qui a sans doute très bien lu ma note sur ce sujet. Lorsqu'on utilise en fait du bois rond pour fabriquer du panneau, on a besoin de moins de colle, moins d'additifs que lorsqu'on utilise notamment des déchets de bois. Il y a un rapport sans doute que j'ai évalué de l'ordre de 30% supplémentaires, 30 à 50% supplémentaires de colle. Ces produits sont aujourd'hui d'origine fossile. Si effectivement on se positionne dans une situation où le prix d'accès à l'énergie, si on intègre de demain les quotas, notamment les TAP 2026, avec à l'échelle européenne l'extension de la question des quotas à l'ensemble des matériaux qui seront notamment importés. Les colles aujourd'hui ne sont pour partie produites en France, mais pour une grande partie en fait importées notamment de Chine, ou de Russie d'ailleurs aussi également. Si demain effectivement l'accès double ou triple
Ce qui sans doute est le cas lorsqu'on regarde notamment l'évolution qu'a mis en perspective France Stratégie à l'horizon 2030 du coût du carbone. Si le coût du carbone passe à 250 € en 2030 et puis à 500 € en 2040, qu'est-ce qui va se passer effectivement sur cette industrie du panneau? Est-ce qu'elle ne risque pas demain de revenir vers du bois rond? Est-ce qu'elle ne va pas libérer finalement ces déchets de bois pour d'autres usages? Merci pour ces messages, ces questions. Comme j'ai coutume de donner une sorte pas de droit de réponse, mais M. Fleury a été cité, je lui proposerai éventuellement de compléter, éventuellement de commenter ce qui vient d'être dit. Monsieur Collin, pour commencer. Oui, sur l'arbre en ville. Alors effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'informations exhaustives sur ces territoires-là. À l'IGN en tout cas, et de manière générale en France, je sais que c'est des travaux qui sont réalisés par des métropoles, beaucoup, par des... à Nancy, par exemple, le CEREMA travaille à créer des cartes sur les ressources, sur les espaces verts et les parcs urbains. C'est une approche qui est encore très décentralisée, je crois. Après, ça répond à d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres enjeux que la biomasse, le carbone. Il y a aussi tout le microclimat, d'autres aménités sociales. Donc voilà, j'ai pas plus de réponse que ça. Je signale, je crois que c'est l'ADEME qui a publié récemment un site web remarquable sur comment gérer les espaces verts urbains pour répondre à apporter de nombreux services écosystémiques. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des cartes, peut-être pas encore. Si, regardez sur votre... si, ça vaut. Voilà, Jérôme Mousset qui est parmi nous, qui approuve. Donc voilà, encore une autre information à titre d'information et de communication. Monsieur Fleury. Je ne vais pas m'étendre de trop. Juste rebondir peut-être sur la notion de ressources disponibles sur les territoires. Il y a d'autres acteurs que les cellules biomasse qui ne sont pas forcément disponibles et qui n'ont pas forcément un droit de réponse simple à donner. Ce sont les animateurs des filières, ce sont les interprofessions qui ont de la connaissance de territoire. Moi, j'invite les bureaux d'études qui travaillent d'une région à 500 ou 600 km de là sur des projets de développement de réseaux de chaleur ou d'autres et qui n'ont pas de connaissances spécifiques sur ce territoire-là, à prendre contact avec les acteurs de terrain pour se renseigner, savoir qu'est-ce qui se passe. Les animateurs bois énergie, il y en a partout sur les territoires. Ils sont au courant des tensions, ils sont au courant des ressources disponibles, ils sont au courant des acteurs qui font les choses. Donc, un coup de téléphone et une rencontre permet de mieux connaître le territoire et puis, du coup, de l'appréhender correctement. Merci pour cette précision. Monsieur, j'ai bien aperçu votre main tout à l'heure. Vous allez pouvoir vous exprimer dans un instant, mais je voudrais passer par Madame Fischer pour lui demander si vous avez des questions de participants distants. Oui, j'ai quelques questions que je vais essayer de regrouper, mais d'abord une petite information qui a été partagée sur le chat sur la partie sur la partie pédagogique et sensibilisation. Donc, on a été partagé effectivement le lien vers le film Le Forestier montre la Lune. Il y a des travaux aussi de France Bois Forêt à citer sur la partie pédagogie sur la gestion forestière. Donc, tout ça vous sera transmis avec les PowerPoint. Après, il y a beaucoup de questions sur la durabilité. Comment s'assurer de la durabilité de l'approvisionnement. On a parlé en début de matinée de RED 2. On a parlé de la gestion forestière et donc il y a notamment PEFC qui a développé un label sur la partie du bois hors forêt, donc pas uniquement sur le bocage. Et donc voilà, il y a des interrogations sur la remise en cause ou pas. Enfin, faut-il entendre les remises en cause ou pas de FSC, PEFC, qui sont des systèmes de certification sur la filière forêt-bois et pas uniquement sur la partie bois-énergie. Qui veut répondre à cette question ou contribuer aux réflexions? Mathieu Fleury, pendant que vous avez le micro, si vous avez une idée là-dessus. Moi, je me suis déjà exprimé sur le sujet, je veux bien redire. On a déjà en France tous les outils, et depuis plusieurs dizaines d'années. Donc maintenant, il faut comment est-ce qu'on le met en musique pour qu'on réponde et que les acteurs répondent et aient les documents, en fait, parce que c'est juste un problème administratif, à mon sens. Il y a un petit laps de temps là sur lequel on est en discussion avec Olivier David et Monsieur Duhalde sur la mise en œuvre de RED 2. On a un problème humain, bon, ça on n'en a pas du tout parlé ce matin, mais globalement les objectifs, on peut parler de les faire en deux fois moins de temps, etc. Le problème humain, il se pose à chaque strate là, de nos métiers, de celui qui va abattre le bois à celui qui va faire les études, etc. On a un problème de recrutement. Donc, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, en tout cas, dans les organismes certificateurs, il y a un problème de disponibilité
pour nous donner le coup de tampon, que ce soit aux entreprises qui fabriquent et qui commercialisent le bois énergie ou aux sites qui vont derrière les valoriser. Donc, on est dans des discussions. Enfin, pour moi, la directive RED 2, on connaît bien les contours maintenant. On est dans la mise en œuvre. Tous les fournisseurs de bois énergie aujourd'hui sont à peu près au courant. Sont en train de réfléchir à comment ce qu'ils vont donner encore plus de traçabilité des bois qu'ils donnent déjà sur les plans d'approvisionnement. Je rappelle que l'ADEME, dans toutes les chaufferies qui ont moins de 5, 7 ans ou 10 ans, toutes les grosses chaufferies concernées, il y a déjà un plan d'approvisionnement qui est livré tous les ans au service de l'État et aux cellules biomasse. Donc, quand je dis qu'on se met des contraintes supplémentaires par rapport à l'existant, c'est la réalité. On a déjà toutes les informations et on les livre déjà. Donc maintenant, il faut un organisme certificateur en plus et on crée une chaîne de contrôle supplémentaire qui est, à mes yeux, qui est surréaliste. Honnêtement, je trouve que c'est une contrainte surréaliste qui est mise en œuvre sur la filière. Maintenant, on s'y plie. J'insiste, au ministère de l'Agriculture, je lui ai suffisamment bien fait comprendre le message. On a besoin que cette étude soit publiée et officialisée parce que ça donne quand même le fait que ces travaux sont validés par les ministères et c'est tout sauf neutre. Je veux dire, les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont bien plus pragmatiques que nous. Ils ont fait cette analyse de sensibilité, ils l'ont publiée, ils ont dit, bon ben voilà, nous, RED 2, qu'est-ce qu'on va faire? On justifie juste que la biomasse, elle vienne de France. Enfin, d'Allemagne en l'occurrence. Oui. Et puis le jeu est terminé. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire pareil? Il y a des trucs de temps en temps qui me stupéfient. Madame Machefaut, vous voulez ajouter quelque chose? Juste au passage, Monsieur Fleury, au risque de vous contredire, quand vous disiez que le sujet n'était pas aujourd'hui ces problèmes de tension sur l'emploi et les compétences, mais ça fait partie des conditions de réussite dont je parlais tout à l'heure. Finalement, ça fait partie aussi des facteurs limitants potentiels. En tout cas, il faut les avoir en tête. Madame Machefaut. Oui, je voulais juste peut-être compléter la réponse pour dire qu'en effet, dans les dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui pour accompagner les projets collectifs ou industriels sur la production de chaleur à partir de biomasse, on a en effet des plans d'approvisionnement où il faut savoir que ces dispositifs d'aide, ils sont revus tous les ans, donc on essaye de les rendre de plus en plus je dirais contraignants pour s'inscrire dans une démarche de développement d'une chaleur à haute valeur environnementale, voilà. Et donc pour ça, on implémente, on va augmenter les taux par exemple de plaquettes forestières certifiées PEFC, et pour les plaquettes qui seraient non certifiées, on va aller chercher des labels complémentaires pour certifier, pour s'assurer que les personnes, les exploitants forestiers vont intégrer des bonnes pratiques dans la gestion qu'ils vont faire sur la parcelle. Peut-être aussi dire qu'il y a des travaux qui ont été cités par Christine sur tout ce qu'on a fait sur la rédaction de guides avec la filière, sur la rédaction de guides sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur la production de plaquettes forestières. Et donc ça, il faut quand même reconnaître que, il y a eu tout un travail de la filière pour produire ces guides et bonnes pratiques qui sont aujourd'hui aussi recommandés dans les aides, que ce soit France 2030 ou Fonds Chaleur. Et puis après, si je pouvais donner un peu de prospective dans les travaux qu'on souhaiterait conduire, dire que il y a un autre axe de travail qu'on souhaite développer à l'ADEME, c'est vraiment d'affiner nos connaissances sur les filières bois-énergie et sur les pratiques sylvicoles qui sont associées, pour nous aider toujours à mieux connaître ces pratiques et peut-être d'un point de vue environnemental, mais aussi du point de vue du bilan gaz à effet de serre, et pouvoir demain, donc en moyen long terme, améliorer nos cahiers des charges Fonds Chaleur. Voilà. Merci beaucoup pour ces infos complémentaires. Alors, monsieur, je ne vous ai pas oublié, vous aviez levé la main. Je vous laisse vous présenter également et nous faire part de votre question ou de votre témoignage. Merci. Gaëtan Raymond du cabinet Indigo. On a beaucoup parlé d'approche systémique, de la nécessité de régionaliser, de concerter plein d'acteurs, d'arbitrer les usages, les ressources. Moi, j'ai connu les SRB, les schémas régionaux biomasse. Là, on a la nécessité de régionaliser la PPE, enfin pas tout de suite, mais bientôt. On doit définir les zones d'accélération prioritaires des ENR, là c'est dans les 6 mois. Pourquoi ça n'a pas marché, les SRB? Enfin, on sait que ça a été très déceptif de manière un peu globale. Je pense qu'il n'y a pas assez de moyens humains, mais j'aimerais entendre les membres de la table ronde sur cette expérience de planification qui est là, mais qui n'a pas répondu aux attentes. Dans l'idée de ne pas repartir sur les mêmes tendances, j'imagine, ou sur les mêmes constats. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça. Est-ce que vous avez une idée sur la question, M. Fleury? Oui, je vois votre œil briller. Vous avez sûrement une idée là-dessus.
Je n'en doute pas. J'ai une idée, mais qui n'est pas une réponse très satisfaisante. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'un problème de moyens humains. Je pense que c'était un problème d'imposition de l'État vis-à-vis des régions et de demander aux régions de se débrouiller sans en donner les moyens, là pour le coup peut-être financiers. Et il y a eu un conflit entre les régions et puis l'État, tout simplement. Les régions n'ont pas pris le sujet à bras-le-corps parce qu'ils ont vécu ça comme une imposition de l'État et qu'ils ne l'ont pas supporté. Et puis qu'il n'y avait pas de moyens en face. Donc je pense que, c'est peut-être un peu succinct, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Hein. Mais c'est très dommage parce qu'en effet, ces schémas régionaux biomasse, s'ils avaient été correctement faits, auraient été un outil de plus qui nous aurait permis d'avancer peut-être plus vite sur les disponibilités, etc. Mais j'insiste quand même, hein, ne raisonnons pas qu'avec le seuil des régions administratives. Merci beaucoup. Donc, pas d'autres questions à ce stade, ce qui nous amène... Oui, vous avez quelqu'un souhaité intervenir? Monsieur Malafosse, c'est ça? Oui, c'était juste un petit mot complémentaire sur les SRB. Effectivement, on se rend compte qu'ils ont été mis en place en 2016. Aujourd'hui, il y a 5 régions qui n'ont toujours pas adopté leur SRB et on n'a pas eu, a priori, à ma connaissance, de pratique d'évaluation de ces schémas qui pourtant, effectivement, sont appelés et ont vraiment un rôle à jouer. Et pour faire le parallèle, on le voit sur les démarches énergie-climat, hein, qu'on a eu une planification nationale qui s'est traduite par des exercices régionaux. Et il faut du temps pour que tous ces exercices arrivent à se coordonner, à trouver les mêmes outils de communication en termes de valorisation de données, qu'on puisse sommer ces exercices pour s'assurer que les exercices régionaux fassent bien la stratégie nationale. Et aujourd'hui, sur la biomasse, c'est un énorme chantier et qu'il faut vraiment conduire, je pense, pour qu'on puisse effectivement répondre aux défis qui se présentent à la filière. Merci pour ce complément d'information. Je m'assurais une dernière fois qu'il n'y ait pas d'autres questions de la part de la salle ou de nos intervenants distants, ce qui nous permet... Si, monsieur, alors une toute dernière question, hein, puisqu'on arrive vraiment à l'issue de cette séquence. Vous serez certain d'avoir ainsi le mot de la fin, puisque je ne pourrais pas passer d'autres fois le micro. Ensuite. Je ne sais pas, mais puisque vous insistez pour savoir s'il y avait d'autres demandes. Je suis Christophe Thévenon, je suis responsable de Green Energy Study qui investit dans la chaleur renouvelable. Ma question à tous les intervenants, c'est quels sont les outils qui existent aujourd'hui de perspective, par exemple à l'horizon 2050, qui est un bon horizon de temps pour investir et pour réfléchir, sur la ressource biomasse forestière disponible, et ce qui donnerait une vision à chacun des acteurs et ce qui permettrait aussi d'objectiver les débats qui existent parfois sur y aura-t-il suffisamment de ressources ou pas. Voilà, Monsieur Collin, vous avez été désigné d'office. Merci. Écoutez, ce sont des travaux que nous réalisons actuellement, comme je l'ai présenté, à la demande des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, l'ADEME. C'est des exercices de modélisation, c'est de la prospective, ça veut dire qu'il y a des scénarios, il y a des hypothèses. 2050, c'est bientôt, mais en même temps, c'est lointain, c'est incertain. Donc en fait, c'est des exercices de scénarisation sur lesquels on travaille, avec des résultats qui sont attendus pour alimenter la loi de programmation énergie-climat qui sera présentée à l'automne. Enfin, je ne sais pas s'il y a un représentant de la DGE, enfin du gouvernement après, et la SNBC qui sera revue en 2024. Après, il y a toujours des incertitudes inhérentes à ce genre d'exercice. Et voilà, ça donne une vision. Il faut revoir ça périodiquement après, en fonction de nouveaux paramètres, notamment de crise. Il y a 6 ans, on avait fait un exercice comme ça de projection, vous vous en souvenez peut-être. Les résultats étaient très différents. Je pense qu'on va avoir des résultats assez différents. Le changement climatique, on l'avait bien en tête, mais là, on l'a assimilé, en fait. Depuis 2016, on a une crise récurrente. Voilà, c'était des choses qui sont difficiles, en fait, ces exercices compliqués. On vous remercie d'avance pour ce suivi que vous faites très bien, comme ça a été dit tout à l'heure, et cette actualisation à laquelle vous contribuez régulièrement. Peut-être rappeler aussi quand même, on l'a un peu dit à travers les haies, mais que le bois énergie, c'est environ 45-47% de bois issu de la forêt, mais il y a d'autres ressources. Il y a le patrimoine bocager, il y a les bois en fin de vie, les bois sortis de statut de déchets, et puis les bois d'ameublement, les bois de recyclage. Et puis il y a également les arbres d'alignement, les bois d'élagage. Donc on a quand même une diversité de ressources et des perspectives et des potentiels d'augmentation des prélèvements, enfin d'augmentation des ressources à utiliser qui sont importants sur tous les secteurs. Donc pour moi,
on n'a pas un problème de ressources en France, hein, loin de là. On a un problème de sous-valorisation de nos différentes ressources et de sous-exploitation de nos différentes ressources. Ça, je pense que c'est hyper important de l'avoir en tête parce que ça va à l'encontre de pas mal de messages ou d'idées qu'on peut entendre en ce moment. On a un patrimoine énorme et c'est à nous de bien en prendre soin et de le valoriser, mais on a des marges de manœuvre qui sont quand même considérables.